Elle était l'incarnation même de la femme française selon les fantasmes du monde entier. Grande, élancée, les pommettes hautes, le regard insolent, un charme fait de grâce naturelle et d'ironie discrète. Personal style is sophisticated and casual. Dans les années 80, Inès de la Fressange ne se contentait pas de porter la mode, elle la personnifiait. Première égérie officielle de Chanel, choisie par Karl Lagerfeld lui-même, elle devient la figure d'un renouveau, la muse qui redonne à la maison mythique une jeunesse rebelle. Leur collaboration semblait fusionnelle, indestructible. Et pourtant, tout a volé en éclats. Un jour, presque sans explication publique, elle est rayée des podiums de Chanel, bannie, silencée. Son crime ? Avoir accepté de devenir le visage de Marianne, allégorie républicaine, ce que Lagerfeld jugea incompatible avec l'élitisme de la haute couture. Ce qui aurait pu être un couronnement devint un acte de rébellion. Et ce geste, aussi symbolique que politique, fit d'Inès une paria dans le temple qu'elle avait contribué à édifier. Mais dans le fracas de cette rupture se cache une vérité plus vaste. Que vaut une femme qui décide de penser par elle-même dans un monde d'images contrôlées sur Proxy ? Inès de la Fressange n'a pas simplement été détrônée, elle a été punie pour avoir été libre. Ce que l'on a tenté d'effacer d'un trait, elle l'a reconstruit en lettres d'or. Et derrière son sourire iconique se cache un récit de fracture, d'indépendance et de renaissance. Mais il faut être passionné. Passionné, ça veut dire lire les bouquins. Avant de devenir l'icône que Paris acclama, Inès de la Fressange était une enfant discrète, souvent en décalage avec son entourage. Née le 11 août 1957 à Gassin, dans le sud de la France, elle grandit au sein d'un univers où se côtoyaient aristocratie et marginalité. Son père, André de Seignard de la Fressange, était un marquis issu d'une vieille lignée noble française, tandis que sa mère, Cecilia Sanchez Cirez, d'origine argentine, était un mannequin au charme solaire. De cette union naquit un mélange singulier d'élégance rigide et de liberté latine, une dualité qui allait marquer à jamais l'identité d'Inès. La famille vivait entre Paris et la campagne provençale, dans une maison où les codes de la haute société s'entremêlaient à une forme de bohème artistique. Mais cette apparente harmonie dissimulait une tension constante. Le père, distant et autoritaire, portait en lui le poids des traditions et des attentes sociales. La mère, en revanche, respirait l'indépendance, insufflant à ses enfants une forme d'irrévérence face aux conventions. Inès, observatrice silencieuse, absorbait ces deux forces opposées, incapable de choisir un camp, cherchant simplement à exister entre les lignes. Petite, elle était qualifiée de garçon manqué. Trop grande, trop maigre, trop vive. À l'école, ses camarades la regardaient avec curiosité, parfois avec moquerie. Elle ne se sentait ni belle, ni spéciale. Le miroir ne renvoyait qu'une silhouette anguleuse, une bouche trop large, des gestes trop brusques. Pourtant, il y avait dans son regard une lucidité rare pour son âge, une manière de scruter le monde avec une distance ironique, comme si elle savait déjà que sa place ne serait jamais totalement conforme. À la maison, l'atmosphère était feutrée, mais pesante. Les repas en famille ressemblaient à des chorégraphies bien réglées où chacun tenait son rôle. Les émotions fortes n'étaient ni exprimées, ni tolérées. Inès, pourtant hypersensible, apprit très tôt à les dissimuler derrière des sourires polis. C'est dans cette discipline émotionnelle qu'elle forgea ce masque, si reconnaissable plus tard, celui d'une femme toujours légère, jamais faible. L'adolescence fut une période d'éveil mais aussi de solitude. Tandis que d'autres jeunes filles rêvaient de mariage ou de stabilité, Inès rêvait de fuite, d'échapper loin des salons mondains et des bals compassés. Elle admirait les femmes libres, les artistes, les intellectuels. Elle se passionna pour le dessin, la littérature et surtout pour la mode, non pas comme un moyen de paraître, mais comme un langage, un outil de subversion silencieuse. Elle piquait les vêtements de sa mère, les transformait, les détournait. Déjà, elle savait que l'élégance n'était pas une conformité, mais un déséquilibre assumé. Mais l'équilibre familial finit par se fissurer. Le divorce de ses parents, lorsqu'elle avait une vingtaine d'années, révéla les failles qu'elle avait toujours pressenties. Elle en sortit blessée mais lucide, plus déterminée que jamais à tracer son propre chemin, à ne dépendre d'aucun homme, d'aucune structure. Elle ne voulait pas devenir la fille d'eux, ni la femme d'eux. Elle voulait être Inès, un prénom sans attache, une silhouette libre. Et même si elle portait un nom à particules, elle en fit une arme discrète, un pied de nez, à ceux qui pensaient que la noblesse excluait la modernité. Ce paradoxe allait bientôt séduire le monde de la mode, toujours avide de visages nouveaux, à condition qu'ils sachent raconter une histoire. Et Inès, sans le savoir encore, emportait une puissante, une histoire de lutte silencieuse contre les attentes, de beauté non conforme, d'humour comme rempart, une histoire prête à éclore,
dès l'instant où quelqu'un, quelque part, oserait la regarder autrement. Inès de la Fressange ne se rêvait pas mannequin. Elle se voyait peut-être illustratrice ou journaliste, quelque part entre les mots et les images, loin des podiums et des projecteurs. Pourtant, un jour, le hasard l'a surprise. Elle n'avait que 17 ans lorsqu'un photographe amateur, ami de la famille, l'invita à participer à un petit shooting dans une maison de campagne. Ce n'était ni pour une marque connue, ni pour un magazine célèbre, mais dans cette lumière naturelle, sans maquillage outrancier, Inès découvrit autre chose. Une forme d'expression muette, une liberté nouvelle. Devant l'objectif, elle se sentit paradoxalement plus vraie. Elle n'avait rien à dire, mais tout à suggérer. Sa gestuelle, son regard, ses silences devenaient le langage. Le résultat bluffa le photographe, puis d'autres. Très vite, quelques clichés circulèrent. Des agences appelèrent. Certaines la voulaient immédiatement, à condition qu'elle rectifie son sourire, affine sa silhouette. Inès refusa. Elle n'était pas là pour se transformer en poupée conforme. Ce fut finalement l'agence Catherine Harley qui la convainquit, non pas avec des promesses démesurées, mais avec du respect. On lui offrit des premiers contrats modestes, des catalogues, quelques publicités pour des marques françaises. Elle apprit à se tenir, à marcher, à poser sans poser. Elle observait plus qu'elle ne parlait. Elle notait les détails, l'ambiance, les tensions dans les coulisses. Et surtout, elle restait elle-même. Son père, marquis conservateur, voyait cette voie d'un mauvais œil. Pour lui, le mannequinat frôlait la vulgarité, n'avait rien de sérieux. Il l'imaginait dans une maison d'édition ou épousant un diplomate. Inès, fidèle à son esprit libre, suivait son intuition. Elle voulait gagner sa vie seule, ne devoir son avenir à personne, même pas à son nom. Un défilé allait tout changer. Lors de la présentation d'une collection de Thierry Mugler, Inès monta sur scène dans une robe audacieuse, minimaliste, avec ses cheveux tirés à la va-vite et son port de tête inébranlable. Ce n'était pas la plus belle, ni la plus souriante, mais elle dégageait quelque chose d'irrésistible, une insolence élégante, une distance fascinante. Le public la remarqua. Et dans la salle, un homme observait en silence, Karl Lagerfeld. Le créateur de la maison Chanel, toujours en quête d'un visage qui incarne son renouveau, fut séduit, mais il ne l'approcha pas immédiatement. Il préféra attendre, la voir évoluer. Inès, de son côté, continuait de tracer sa route, entre éditoriaux pour Marie-Claire et shooting pour elle. Elle ne brûlait pas les étapes. Chaque campagne était une conversation, chaque défilé une partition qu'elle jouait à sa manière. Quand enfin l'appel de Chanel arriva, ce ne fut pas une surprise. C'était presque inévitable. Lagerfeld ne voulait pas seulement une mannequin. Il voulait une femme avec de la répartie, de l'humour, de l'attitude. Et Inès, avec sa silhouette androgyne, sa voix grave et son franc-parler, incarnait exactement cela. Mais ce que personne ne savait, à l'époque, c'est que ce premier pas dans la maison Chanel allait la propulser bien au-delà du monde de la mode. Elle ne deviendrait pas seulement mannequin, elle deviendrait l'image de Chanel, et plus encore une légende. Quand Inès franchit pour la première fois les portes de la rue Cambon, elle n'imaginait pas qu'elle allait entrer dans l'histoire. La maison Chanel, avec son tapis beige, ses miroirs infinis et le parfum obsédant du N2J5 flottant dans l'air, était un univers à part. Et elle, silhouette élancée, regard rieur, y entra non comme une simple recrue, mais comme une promesse que Karl Lagerfeld allait sculpter à son image, ou du moins essayer. Dès les premières séances d'essayage, la magie opéra. Inès ne se contentait pas de porter les vêtements, elle leur donnait une âme. Elle incarnait cette femme Chanel nouvelle génération, aristocratique mais impertinente, classique mais effrontée. Lagerfeld, visionnaire, comprit immédiatement qu'elle pouvait incarner la renaissance de la maison. Il en fit son égérie, sa muse, son double féminin. Ensemble, ils construisirent une esthétique, une époque, un mythe. Sur les podiums, Inès ne marchait pas, elle flottait. Sa démarche longue et souple, presque nonchalante, fascinait. Elle entrait sur scène comme on entre dans une pièce, en s'appropriant l'espace sans jamais le dominer. Le public la reconnaissait instantanément. Sa silhouette androgynique, sa coupe au carré souple, ce sourire légèrement moqueur. Elle ne ressemblait à personne d'autre, et c'est précisément cela qui faisait sa force. En 1983, elle devint la première mannequin à signer un contrat d'exclusivité avec Chanel, un événement sans précédent dans l'industrie. Ce geste, à l'époque, était révolutionnaire. Les mannequins étaient interchangeables, silencieuses, presque anonymes. Inès, elle, devenait visage officiel. Elle représentait la maison, mais aussi l'idée d'une femme française moderne, libre, insolente, cultivée. Elle faisait la couverture de Vogue, de Elle, de Marie-Claire. Les plus grands photographes se l'arrachaient. Helmut Newton, Peter Lindbergh, Paolo Roversi. Tous voyaient en elle une énigme à explorer. Dans les coulisses,
Inès impressionnait par son humour pince sans rire et sa capacité à désamorcer les tensions. Là où d'autres mannequins tremblaient à l'idée d'une retouche ou d'un commentaire sec, elle répondait par une pirouette. Elle savait jouer le jeu sans jamais s'y perdre. Elle plaisait aux créateurs, aux journalistes, aux femmes dans la rue. Elle avait ce quelque chose de rare, elle inspirait sans intimider. Chanel, grâce à elle, entama une mue spectaculaire. Lagerfeld injecta à la maison une énergie pop, jeune, presque punk parfois. Et Inès était le vecteur parfait de cette mutation. Elle portait les tailleurs en tweed avec des baskets. Elle associait perles et jeans. Elle transformait les codes sans jamais les renier. Elle rendait le luxe accessible, sans le banaliser. Mais cette période dorée n'était pas seulement faite de succès et de flash. Elle exigeait une présence constante, une rigueur implacable. Inès travaillait sans relâche, enchaînait les shootings, les castings, les interviews. Elle ne dormait que quelques heures, voyageait sans cesse. Et pourtant, jamais elle ne montrait de fatigue. Ou plutôt, elle avait appris à la masquer. La pression était immense, mais elle tenait. Elle savait que le sommet était instable, et que chaque pas devait être maîtrisé. Lagerfeld, de son côté, l'admirait, mais la redoutait aussi. Il voyait bien qu'Inès n'était pas malléable, qu'elle avait ses propres idées, ses propres valeurs. Et si leur collaboration était brillante, elle n'était pas exempte de tensions silencieuses, deux fortes personnalités, deux visions du monde, deux égos brillants. Et un jour, inévitablement, la ligne de fracture apparut. Mais avant la chute, il y eut l'apogée. Cette période unique où Inès de la Fressange n'était pas seulement une mannequin, elle était une icône vivante, une femme que la France regardait avec fierté, que le monde enviait et que Chanel, pour un temps, considérait comme indispensable. Dans un univers où l'obéissance est une vertu déguisée en élégance, Inès de la Fressange choisit de désobéir, non par caprice, mais par principe. Au sommet de sa gloire, elle prend une décision que peu comprennent. En 1989, elle accepte de prêter son visage à Marianne, symbole républicain de la France, incarnant la liberté, l'égalité, la fraternité. Une figure populaire, enracinée dans l'histoire, mais diamétralement opposée aux valeurs d'exclusivité et de distinction sur lesquelles repose la haute couture. Karl Lagerfeld, homme d'image autant que d'ego, ne supporte pas ce qu'il considère comme une trahison. Pour lui, Marianne n'a pas sa place chez Chanel. Elle est trop commune, trop politique, trop éloignée de l'idéal aristocratique et feutré que représente la maison. Le divorce est brutal. Sans un mot public, sans explication officielle, Inès disparaît des campagnes, des podiums, des salons. Elle est effacée, silencée. Mais elle, au lieu de se plier, se redresse. Cette rupture, loin de la briser, révèle une autre facette de sa personnalité, son indépendance farouche. Inès refuse d'être un pantin. Elle n'est pas là pour être possédée par une marque, aussi prestigieuse soit-elle. Elle croit que l'élégance ne vaut rien si elle est soumise. Elle croit à une féminité libre, affranchie des regards qui enferment. Pendant des années, on a raconté qu'elle avait déçu Lagerfeld, qu'elle avait perdu sa place. Mais la vérité est plus complexe. Ce qu'Inès a fait, peu l'aurait osé. Elle a dit non. Non au pouvoir vertical. Non à la peur de perdre. Non à la docilité travestie en loyauté. Elle aurait pu se taire. Elle aurait pu faire marche arrière. Mais au lieu de cela, elle crée. En 1991, elle lance sa propre marque, Inès de la Fressange, avec l'idée de proposer une mode accessible, raffinée, mais surtout alignée avec sa vision. Un style naturel, sans ostentation, pensé pour les femmes réelles. Elle ne veut pas habiller des fantasmes, mais accompagner des vies. Et le public suit. Ces boutiques se deviennent des lieux de passage obligés pour les Parisiennes modernes, les étrangères curieuses, les femmes qui veulent être élégantes sans déguisement. Inès devient alors plus qu'un modèle, elle devient une voix. Dans les interviews, elle parle franchement. Elle dénonce la tyrannie de la minceur, l'obsession du botox, le cynisme de certaines campagnes. Elle milite pour une beauté assumée, pleine de charme mais jamais figée. Elle revendique ses rides, son âge, ses contradictions. « Je préfère avoir de l'esprit que des seins refaits », dit-elle un jour dans un éclat de rire devenu légendaire. Sa parole tranche dans un milieu où tout est calculé. Et cela dérange. Certains la qualifient d'arrogante, d'ancienne gloire incapable de tourner la page. Mais d'autres, plus nombreux, y voient une pionnière, une femme qui ne cède pas, une femme qui transforme l'élégance en acte politique. Ce combat, elle le mène aussi à travers ses choix professionnels. Elle refuse de collaborer avec certaines marques dont elle juge les méthodes inéthiques. Elle sélectionne ses projets avec soin, n'hésite pas à décliner des propositions alléchantes si elles ne résonnent pas avec ses convictions. Elle préfère écrire un livre sur le style que devenir l'égérie d'un parfum de plus. Elle préfère parler à la radio, dans une émission de fond, que sourire dans une pub vide de sens. Dans ses apparitions publiques, elle continue de fasciner.
Elle n'a plus 20 ans, mais elle dégage toujours cette aura singulière, cette liberté calme. Elle ne s'excuse pas d'être là. Elle ne cherche pas à paraître jeune. Elle est, tout simplement, et c'est peut-être cela, son plus grand acte de résistance. Car au fond, ce qu'Inès de la Fressange a fait, c'est redéfinir le rôle de la femme dans la mode. Elle a montré qu'on pouvait être muse sans être soumise, qu'on pouvait être icône sans se taire. Et dans un monde où tant de visages passent et s'oublient, le sien reste, non pas figé dans une époque, mais vivant dans une idée, celle d'une femme libre. Pour beaucoup, Inès de la Fressange avait gagné. Elle avait défié Karl Lagerfeld, construit sa propre marque, et conservé intacte une image de femme libre, élégante, un brin moqueuse. On la voyait encore dans les magazines, on l'entendait sur les plateaux de télévision. Elle paraissait inébranlable, mais derrière cette constance apparente, une faille se creusait, plus insidieuse, plus discrète. Une faille qui allait lui coûter ce qu'elle avait reconstruit avec tant de courage, son nom. Car en 1909, 8 ans après avoir fondé sa maison Inès de la Fressange, elle en était évincée, officiellement pour des raisons stratégiques, officieusement parce qu'elle refusait de se plier à la logique financière de ses investisseurs. Elle n'était pas assez rentable, trop exigeante sur la qualité, trop indépendante. En un courrier froid, elle est priée de quitter l'entreprise, qui continue d'exploiter son nom sans elle. Ce jour-là, elle ne perd pas qu'une activité. Elle perd une part d'elle-même. Imaginez-vous vous faire virer de vous-même, confiera-t-elle des années plus tard, non sans une pointe d'amertume. On lui arrache ce qu'elle a bâti, mais aussi son identité publique. Son nom devient une marque sans âme, gérée par d'autres, vidée de son intention première. Elle, la femme qui avait toujours cherché à échapper aux cases, devient prisonnière d'un système qu'elle croyait avoir défié. S'ensuit une période de retrait. Elle disparaît progressivement de la scène médiatique. Moins de shooting, plus d'apparitions publiques. Elle s'éloigne du bruit, sans faire de drame. Ceux qui la croisent à cette époque parlent d'une femme mélancolique, plus fragile, parfois en colère, mais jamais amère, car même blessée, Inès garde une forme de pudeur. Elle ne règle pas ses comptes dans la presse, elle se tait. Et dans ce silence, elle se reconstruit autrement. Elle consacre davantage de temps à ses deux filles, Nine et Violette, nées de son mariage avec Luigi D'Urso, un homme d'affaires italien discret mais élégant, qu'elle avait épousé en 1990. Leur relation, marquée par la complicité et la réserve, avait toujours échappé au feu des projecteurs. Mais en 2006, un nouveau coup du sort frappe. Luigi décède brutalement d'une crise cardiaque, à seulement 55 ans, mais Inès, veuve, mère et encore convalescente de sa blessure professionnelle, encaisse sans s'effondrer. Du moins, pas publiquement. Ce deuil la pousse encore plus loin dans l'ombre. Elle arrête tout. Les collaborations, les projets. Elle traverse une période de vide, de flottement, que peu perçoivent. Dans une interview donnée bien plus tard, elle confiera avoir perdu le goût pendant un temps. Elle doutait de tout, y compris d'elle-même. Car que reste-t-il quand les images se taisent, quand les contrats s'arrêtent, quand le nom qu'on porte n'est plus à soi? Les tabloïds, eux, l'oublient peu à peu. Elle n'est plus l'icône de Chanel, plus la créatrice à suivre. Elle devient une figure du passé, rangée dans les archives de la mode. Ce silence médiatique dure presque une décennie. Et pourtant, il n'est pas synonyme de renoncement. Car Inès observe, lit, réfléchit. Elle reprend goût aux choses simples. Marcher dans Paris, écrire, transmettre, c'est par l'écriture qu'elle revient. En 2010, elle publie La Parisienne, un livre hybride entre manifeste de style, carnet d'adresses et réflexions légères sur l'élégance au quotidien. Contre toute attente, c'est un best-seller. Le public, loin de l'avoir oublié, l'attendait. Sa voix, son ton, son regard un peu railleur mais toujours bienveillant, touchent une nouvelle génération. Elle ne parle plus en tant que top modèle, mais en tant que femme qui a vécu, qui a perdu, qui sait que l'élégance ne réside ni dans les talons, ni dans les marques, mais dans l'attitude face aux épreuves. Et peu après, un événement symbolique scelle cette renaissance. En 2013, elle récupère enfin les droits de son propre nom. Après des années de procédures et de luttes juridiques, elle peut à nouveau se nommer sans devoir demander la permission. Ce jour-là, Inès redevient pleinement elle-même. Non plus l'image, mais la voix. Non plus la muse, mais l'auteur. Aujourd'hui, Inès de la Fressange n'est plus une image figée dans les vitrines de Chanel. Elle est une voix qui persiste, un style qui traverse les générations, une manière d'être femme qui refuse la soumission. Elle n'a pas bâti un empire, mais elle a laissé une empreinte. Pas avec des chiffres, mais avec une attitude. Son rire, son franc-parler, sa manière de porter une chemise blanche comme on porte une idée, tout cela vit encore dans l'imaginaire collectif. Elle a montré qu'on pouvait être mannequin sans se taire,
égérie sans s'effacer, icône sans trahir sa voix. Elle a appris à se perdre pour mieux se retrouver, à accepter l'humiliation, la dépossession, le deuil, sans jamais céder à l'amertume. En reprenant son nom, elle a repris sa place, mais une place différente, moins visible, plus libre. Aujourd'hui encore, dans les rues de Paris, on aperçoit parfois sa silhouette, fine, droite, le regard amusé. Elle ne cherche plus la lumière, elle l'habite. Et peut-être que son vrai héritage est là, dans cette question silencieuse qu'elle laisse à chaque femme. Et si l'élégance, c'était de savoir quand s'effacer pour mieux exister,